France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour en Syrie ce soir. C'est le retour de la France symboliquement. Et cette ambassade avait été fermée depuis 2012. Donc pour nous, c'est un moment fort. Aussi pour tous les diplomates qui y ont servi. C'est Jean-François Guillaume qu'on entend, c'est l'envoyé spécial français pour la Syrie hier à Damas. On reviendra sur ce début d'installation avec nos envoyés spéciaux à Damas qui y étaient. Bonsoir David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Vous êtes aussi chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. La France a donc hissé le drapeau sur une ambassade qui était fermée depuis 2012. On l'a entendu. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont envoyé des émissaires aussi. Washington évidemment a pris contact. L'Europe également par la voix d'Ursula von der Leyen. C'est finalement très rapide. Qu'est-ce que ça nous dit, cette rapidité ? Est-ce que tout le monde est en train de se positionner, de jouer sa partition, là, en ce moment ? C'est-à-dire que tous les acteurs empruntent d'une certaine manière leur chemin de Damas, avec l'espoir ouvert par la nouvelle ère, justement syrienne, même si c'est quand même empreint aussi d'une logique prudentielle. On le voit, tous les interlocuteurs sont mobilisés, à la fois nationaux et internationaux, puisqu'on vous parliez de l'Union européenne, l'ONU aussi avec Geir Petersen, qui a insisté sur la nécessité d'une logique inclusive. Il y a quand même des incertitudes qui sont encore pesantes. Il y en a beaucoup et effectivement on verra comment ça tourne. Mais le but, est-ce que c'est justement, vous avez parlé de logique inclusive, est-ce que c'est j'allais dire forcer la main, c'est pas le mot, en tout cas d'inciter, on va dire, le nouveau pouvoir à être inclusif, représentatif des différentes forces religieuses, des différentes formes politiques. Est-ce que ça dit en creux déjà, nous sommes là à condition que... Oui, implicitement, oui. Alors plus ou moins selon les acteurs, mais incontestablement, on prend en compte la logique transformiste effectivement du leader de HTS, Yasser Al-Sham, qui effectivement aujourd'hui est aux commandes du résultat du renversement de Bachar el-Assad. Et c'est une manière de le prendre au mot, effectivement, puisqu'il a manifesté le souhait de pouvoir être dans une logique de reconstruction, d'inclusivité avec les minorités notamment. Il a un discours très très lissé. Certains évoqueront un média training, une forme de qatarisation aussi, mais incontestablement il y a la nécessité pour lui de se présenter comme un interlocuteur crédible, tout simplement parce qu'il y a d'énormes besoins. Il y a des besoins d'urgence, ça c'est humanitaire, ça peut pas être conditionné. En revanche, en matière de reconstruction, vu les dizaines de milliards de dollars que ça va demander, effectivement il y a implicitement une logique de conditionnalité qui prévaut. Est-ce qu'il y a aussi une manière de essayer d'en court-circuiter d'autres, c'est-à-dire d'utiliser la place qui sera pas tout à fait laissée, mais quand même un peu par les Russes, par les Iraniens, on sait pas très bien. Il y a la Turquie au milieu de tout ça, donc une manière aussi de marginaliser ces acteurs-là en disant, attendez, il y a d'autres acteurs, vous avez aussi ce choix-là. Oui, pour les Turcs, ça va être plus compliqué, on est parce que les Turcs sont l'acteur central. Ils ont été un élément déterminant en soutien justement à la coalition qui est à l'œuvre du renversement du régime. En revanche, pour ce qui est de la Russie et de l'Iran, oui, il y a une déclaration d'ailleurs de Kaja Kallas, qui est la chef de la diplomatie européenne, qui dit la Russie et l'Iran ne sont pas vos amis. Ils ne vous aident pas si vous êtes en difficulté, sous-entendu, nous, oui. Il faut rappeler quand même que l'Europe est le plus grand donateur. Depuis 2011, c'est les 33 milliards de dollars d'aide à la Syrie. Et ce qui est assez juste d'ailleurs, non, David Rigoulet-Rose, parce qu'on voit bien ce que font les Russes en ce moment. Ce qui les intéresse, c'est de sécuriser les deux bases, et le reste, pas tellement, en fait, si. Oui, de toute façon, ils savent qu'ils sont en situation difficile maintenant. Le Téhéran, finalement, a subi une défaite stratégique, puisque son cordon ombilical qu'il reliait au Hezbollah directement, aujourd'hui est devenu caduc. Et pour ce qui est de la Russie, il y a quand même une forme d'échec géopolitique majeur, dans la mesure où les deux bases en question lui permettaient une projection à la fois sur la Méditerranée et sur l'Afrique. On va y aller à Damas dans un instant. Une dernière question, avant d'y retrouver nos correspondants. Est-ce que la présence occidentale de retour peut aussi empêcher une résurgence de Daesh, parce que la vraie crainte c'est celle-là, donc c'est aussi celle-là, on va dire. Est-ce que cette présence-là massive peut avoir cet effet ? Oui, de toute façon ça fait partie du calcul, mais il faut dire que les Américains n'ont pas traîné. Ils ont fait une 75 frappes il y a quelques jours, justement pour éviter la résurgence, la réactivation de cellules justement de Daesh qui étaient susceptibles de profiter
on va dire, de cette transition compliquée, et qui avait d'ailleurs stigmatisé immédiatement le nouveau chef Al-Joulani de HTS en disant que ce pouvoir était a priori impie. Et donc ils sont restés dans une logique de takfiriste, on va dire, et c'est effectivement un souci principal pour tous les Occidentaux, a fortiori pour les membres de Daesh qui sont justement dans les prisons kurdes. Et là, on va retrouver la variable de la confrontation entre Kurdes et Turcs. Alors, on va y revenir aux Turcs probablement dans la suite de cet entretien, mais puisque Valentin Dunat et Benjamin Thiaut ont assisté au lever de drapeau et l'arrivée de la première délégation française, c'est vers eux que je me tourne. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Merci beaucoup Valentin d'être avec nous. Racontez-nous d'abord l'arrivée, le drapeau, à quoi ça a ressemblé ce moment? Est-ce que c'est vite fait symbolique ou est-ce que ça a été quand même beaucoup plus solennel que ça? Alors, je dois vous répondre très honnêtement, Fabienne, je n'ai pas assisté depuis l'intérieur de la cour à ce lever de drapeau. Comment vous dire, il y avait quelques militaires français qui m'ont bien fait comprendre que je devais rester à l'extérieur. Je vais quand même tenter de répondre à votre question et de vous décrire la scène, parce que depuis l'extérieur, on pouvait voir ce drapeau. Faut imaginer une grande bâtisse blanche avec un haut mur de façade, des barbelés, et donc ces forces spéciales françaises pour empêcher l'accès. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai pris en photo ce drapeau, je l'ai envoyé à l'ancien ambassadeur de France en Syrie, Éric Chevalier, qui a donc quitté le sol syrien le 6 mars 2012, et il m'a répondu sur WhatsApp, je cite, très émouvant. Et c'est pas une réponse d'ambassadeur comme ça, c'est la réponse d'un diplomate qui a vécu de l'intérieur tous ces événements dans le pays. Je signale juste que Éric Chevalier avait quitté l'ambassade juste après avoir récupéré le corps de Rémi Hochlik, un photographe de guerre, mort après un bombardement du régime Assad à Homs. Un dernier point, Fabienne, assez symbolique, assez anecdotique mais symptomatique. On a croisé dans la rue une Syrienne qui est venue déposer son CV en tant que traductrice. Ça veut bien dire que maintenant le but de la France c'est de parler, de nouer des contacts avec les nouvelles autorités. Est-ce que ça veut dire aussi c'est que les Syriens y tiennent, Valentin? Ça veut dire en tout cas s'il y a un CV qui est déposé, qu'ils entendent que ces ambassades-là et ces débuts restent un certain temps. En dehors justement donc de ce moment symbolique, est-ce que vous avez senti que les Syriens suivent cette possible réinstallation de près? Est-ce que vous sentez qu'ils comptent notamment sur nous? Oui, clairement. Et j'ai même été surpris par ça. On a réalisé des reportages avec Benjamin Thiaut dans des quartiers totalement rasés. Votre invité en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment difficile d'imaginer depuis la France à quel point Bachar al-Assad a bombardé certains quartiers. Il n'y a pas un canapé, un lavabo, une chaise. Il y a plus rien. Des quartiers éradiqués. Et dans ces quartiers, on a pu échanger avec des Syriens, puisqu'on s'est présenté comme journaliste français, qui nous demandaient est-ce que la France allait revenir? Est-ce qu'ils pouvaient compter sur nous? Moi, j'ai répondu assez simplement que ce que j'avais compris, c'est que la France, oui, allait se tenir aux côtés des Syriens si les engagements en matière de droits humains, de respect des minorités étaient tenus. Donc vraiment, les Syriens ont envie de savoir s'ils sont seuls ou non désormais. Faut savoir quand même, ces derniers jours, on a beaucoup parlé, c'est bien normal, des tortures, des exécutions, de l'atrocité de ce régime. Mais il y a un autre point très très important, c'est l'économie. Faut savoir qu'en Syrie, j'ai demandé 3 fois à mon traducteur si c'était vraiment réel, un enseignant touche 13 € par mois. 13 €. Quand nous, on va au restaurant, par exemple, on sort d'énormes liasses de billets. La monnaie a été totalement dévaluée. On a traversé des quartiers totalement déshérités. Le moteur de Bachar el-Assad, c'était le Captagon. Je vous dresse le portrait quand même économique. C'était un Erkoeta totalement corrompu. Donc là, maintenant, les Syriens, ils n'espèrent qu'une chose, c'est rebâtir et tout reconstruire. Et enfin, vous parliez d'économie tout à l'heure. En voyant tous ces bâtiments, si on est un peu cynique, on peut se dire aussi que la France et par exemple des grands industriels du BTP auront peut-être et envie d'y mettre son nez. Merci beaucoup Valentin Dunat, merci à Benjamin Thiaut aussi qui est avec vous. Un mot là-dessus, Monsieur Rigollet-Rose. D'abord, Jean-Noël Barrot, le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, a parlé de reprendre possession de nos emprises sur place. Ça veut dire quoi, reprendre possession de nos emprises? Effectivement, à partir du moment où l'ambassade a été fermée, c'est de se réinvestir le territoire. Mais du coup, est-ce que parce qu'il y avait un lycée français, est-ce que ça veut dire vraiment symboliquement, on rouvre le lycée français, on rouvre le centre culturel, on fait des choses de ce genre-là? Oui. D'ailleurs, la déclaration de Jean-François Guillaume, c'est de dire la France se prépare à être aux côtés des Syriens, en insistant quand même sur la notion de transition et de la nécessaire représentation de toutes les composantes. Il l'a dit, y compris des femmes, respect des femmes. Donc il y a une logique de conditionnalité quand même qui est affichée, même si le souci d'aider les Syriens est manifestement là. Il faut rappeler que la seule ambassade qui n'avait pas été fermée, c'est l'ambassade italienne. Et quand vous évoquiez, quand le reportage évoquait les enjeux sur la reconstruction, il y aura en tout cas un concurrent très très solide sur les Turcs, qui sont en matière justement de BTP omniprésents.
Et la question que je me posais, y compris en écoutant Valentin, c'est il y a eu notamment une réunion en Jordanie très récemment avec les Européens, avec 14, les Américains, oui. Etc., les Turcs, les Arabes, nous étions les seuls, nous, autant que je sache, les Français. Mais est-ce que ça veut dire que à la fin, pour ce qui est de la reconstruction, pour ce qui est d'aider la Syrie, très bien, on est là. Donc on est réduit à ce rôle, disons, presque humanitaire, mais pas diplomatique. Que le rôle diplomatique, c'est à d'autres qu'on le laisse, ou en tout cas que d'autres sont plus forts que nous. Oh, c'est un ensemble. Il y a une coordination de toute façon de tous les Européens. Hein. C'est d'ailleurs le chef de la diplomatie européenne l'a signalé. Tout le monde. Il y a une forme de synergie qui est mise en œuvre aujourd'hui justement. Il n'y a pas de rivalité avérée parce que de toute façon l'enjeu est ailleurs. La Banque mondiale a estimé à près de 400 milliards de dollars le coût de la reconstruction. Donc effectivement, il y a dans l'immédiat une aide d'urgence qui a caractère humanitaire. Et après se pose le problème de la reconstruction, des aides, de la mobilisation éventuellement des fonds des pétromonarchies. Parce que j'allais vous dire, même la diplomatie, en fait, est-ce que c'est pas par là qu'elle va Bien sûr, ça va être un outil déterminant dans son caractère économique. Notre levier, à nous Européens, on va dire, pas seulement nous Français. D'abord, est-ce qu'il y a un levier français spécifiquement ? Parce que d'abord, il y a l'histoire qui joue en Syrie, l'ancien pays mandataire. On se souvient très bien des colères de Laurent Fabius, notamment. Est-ce qu'il y a quelque chose de français de particulier vis-à-vis des Syriens, ou est-ce qu'on a oublié ça ? Parce que c'est plus les mêmes acteurs, en fait. Oui, mais il y a une histoire effectivement liée aussi au Liban. Ouais. Donc il y a une histoire particulière, effectivement, pas toujours facile. D'ailleurs, avec des circonvolutions, en fonction des périodes notamment. Alors il y a eu une amélioration sous le président Sarkozy et puis à nouveau évidemment après avec François Hollande, mais il y avait des relations quand même très compliquées avec Damas, ça a toujours été très compliqué. Donc on peut prétendre effectivement à un certain rôle, mais pas forcément plus important que nos partenaires européens au regard de la situation générale. Vous avez dit, David Rigouleiros, qu'il y avait beaucoup de conditionnalités. Effectivement, on va vous regarder, attention à ce que vous faites. Est-ce qu'il y a une conditionnalité dans l'autre sens, quelque chose qui dirait vous levez les sanctions, ou alors on se jette dans les bras d'un autre? C'est pas présenté comme ça, mais effectivement il y a une demande explicite renforcée par Abou Mohamed Al-Joulani qui demande la levée des sanctions en disant que c'est urgent. Donc c'est pas en laissant entendre qu'il pourrait y avoir une alternative qui serait un problème, mais en tout cas on voit bien que cette question des sanctions elle est centrale et elle va être transactionnelle évidemment pour les partenaires en question. Alors on l'a un peu évoqué, est-ce qu'il faut essayer, est-ce que c'est notre rôle à nous de freiner les Turcs, d'observer les Turcs de près? Est-ce qu'on craint même que on en arrive à une situation extrêmement tendue, voire une situation de guerre dans le nord du pays avec les Turcs? Où est-ce qu'on en est là-dessus? C'est déjà plus ou moins le cas entre l'armée nationale syrienne qui est en fait qui regroupe des groupes turcs justement et qui affrontent les Kurdes au niveau de Kobané, puisque la stratégie d'Erdogan c'est de repousser les Kurdes qui l'associent au PKK. Et ça, c'est un problème, effectivement, parce qu'en plus, ça met en difficulté les Kurdes, notamment les FDS, dans une région où il y a un certain nombre de prisons kurdes qui justement, ont beaucoup de prisonniers de Daesh. Et la déstabilisation de ces prisons, pour nous, était un enjeu considérable en termes sécuritaires. Donc, il y a des arbitrages qui vont être compliqués. Et d'ailleurs, le président Erdogan joue sur le fait qu'il est membre de l'OTAN, donc il peut se permettre un certain nombre de choses. Et de fait, il a été une partie prenante de l'opération qui a eu lieu, et il considère qu'il est un acteur majeur on va dire de la situation post-Bachar. Donc est-ce qu'on essaye de le freiner? Est-ce qu'on le rencontre d'urgence? C'est le cas d'Antony Blinken qui l'a rencontré à Ankara justement sur cette question pour négocier un cessez-le-feu, mais on voit bien que c'est très compliqué. Et en un mot, le rôle des Américains, parce que vous avez cité Blinken, la première réaction de Trump, souvenez-vous, c'était de dire laissez-les faire. Jusqu'à quel point laisser-les faire, mais en même temps, il y a 900 Américains qui sont dans l'Est, justement, auprès des FDS, et qui veulent, en tout cas, rester là pour empêcher la résurgence, justement, des cellules de Daesh, d'où les frappes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, pour l'instant, la situation est loin d'être stabilisée, et on voit bien qu'il y a une multiplicité d'acteurs aux intérêts parfois divergents. David Rigouleiros, vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Merci beaucoup d'être venu chez nous.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde. Ça se passe en Serbie. À nouveau dans la rue, ce sera avec Louis Seyé. La bande habituelle qui nous emmène jusqu'à 19h. Kevin Dufresne, sous les radars. Au Mexique, l'État appelle les propriétaires d'armes à feu à les déposer devant les églises. Le monde à 18h50, c'est vous, Franck Madbon, bonsoir. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On ira au Canada, Justin Trudeau au bord de la chute. Et Donald Trump, vous le verrez, n'y est pas pour rien. Et le cinéma en VO, c'est vous, Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne. Bonsoir, il a fait battre nos cœurs de midinette dans American Gigolo, Pretty Woman. Richard Gere fait son grand retour chez Paul Schrader pour l'adaptation d'un des tout derniers livres de Russell Banks au Canada. Réflexion sur la fin de vie, brillamment filmée et interprétée. Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue avec les Irlandais de Fontaine d'ici. C'est pour vous ça, Kevin. Oui, pourquoi ? Parce que vous adorez, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, vous étiez même au 104, on vous a vu danser. Absolument, pour la millième de Mishka à Sayas, mais j'étais pas le seul autour de cette table, si je puis me permettre. Allez, Favorites est en playlist sur Inter. Le reportage est en Serbie ce soir où depuis plusieurs semaines s'est organisée une nouvelle vague de manifestations. Partis d'opposition, étudiants, organisations citoyennes, agriculteurs, cette contestation protéiforme a été déclenchée par la mort de 15 personnes après l'effondrement le mois dernier du toit d'une gare du pays. Après des travaux de reconstruction, cette tragédie est devenue symbole de la dérive autoritaire et clientéliste du président Aleksandar Vučić. Et pour la première fois depuis 24 ans, ce sont les étudiants qui sont à la pointe de la contestation. Le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
La corruption tue, c'est le principal message de nos manifestations. Nous luttons pour notre avenir, pour les jeunes générations, mais aussi pour les plus âgés, afin que tout le monde puisse avoir une vie meilleure et rester dans ce pays. Comme Sarah, plusieurs milliers d'étudiants sont venus crier leur colère devant le bâtiment de la présidence serbe. Dans un concert de sifflets et de vuvuzelas, certains brandissent des pancartes avec des mains ensanglantées. Au cœur de leurs revendications, la justice pour les victimes de la catastrophe de Novi Sad, la deuxième ville du pays. Début novembre, 15 personnes y ont été tuées lors de l'effondrement du toit extérieur en béton de la gare, quelques mois seulement après sa rénovation par des entreprises chinoises. Pour Nikolina Sinjelic, l'une des figures du mouvement étudiant, cette catastrophe meurtrière est le résultat de l'incompétence et de la négligence d'institutions gangrénées par la corruption. On se mobilise à cause de ce qui s'est passé à Novi Sad et de ce qu'on nous cache à propos de ces événements, notamment la corruption. 62 millions ont été investis dans la reconstruction de la gare, mais ils ont construit un auvent qui s'est effondré 6 mois plus tard, ce qui n'aurait jamais dû arriver. La corruption, c'est vraiment l'un des principaux problèmes du pays. Elle affecte le fonctionnement des facultés, mais aussi tous les autres secteurs publics en général. Et nous luttons pour l'éradiquer. Conséquence de la catastrophe, une enquête est en cours et 2 ministres ont déjà démissionné, mais la mobilisation prend de l'ampleur avec le blocage de plus d'un tiers des universités du pays. En réaction, le président populiste de droite Aleksandar Vučić a accusé les étudiants d'être payés par l'étranger pour renverser son gouvernement. Une accusation qui révolte Olga, 19 ans. Nous sommes des étudiants et personne ne nous paye pour venir manifester. Le gouvernement essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Ils disent que nous n'avons pas à nous exprimer, que nous ne sommes pas nombreux, que nous ne comptons pas dans cette société. Mais nous sommes là pour affirmer que les étudiants se préoccupent de ce pays comme tout le monde. Au pouvoir depuis 2012, Aleksandar Vučić et son parti national conservateur sont accusés d'avoir mis au pas la démocratie serbe et ses institutions grâce à des fraudes électorales et un système clientéliste. Au milieu de la foule étudiante, Jelko, 61 ans, veut croire au changement. J'ai 3 filles, et elles sont toutes sur les barricades, sur leur lieu de travail ou dans leur faculté. Cette boîte remplie de pièces que j'ai entre les mains est vieille. Elle symbolise la corruption. Je l'avais déjà aux manifestations de 91 et 96, ça fait maintenant plus de 30 ans. Elle était dans ma cave et je pensais que je ne la sortirais plus jamais. Quand les étudiants se mobilisent, il n'y a pas de retour en arrière. Donc je suis sûr que Vučić va partir. Aujourd'hui, demain, c'est simplement une question de temps. En solidarité avec les étudiants, les agriculteurs et des collectifs de citoyens se sont également mis à bloquer les routes du pays. Mais de nombreux manifestants dénoncent des arrestations arbitraires et les violences de provocateurs envoyés par le pouvoir. Selon l'écrivain Dejan Atanackovic, cette vague de colère s'explique aussi par la proximité du pouvoir avec certains intérêts criminels. Nous avons devant nous un régime corrompu, un régime qui a complètement détruit les institutions, un régime dans lequel les organisations criminelles sont si profondément enracinées qu'on ne voit plus la différence entre l'État et le crime organisé. Ce qui s'est passé à Novi Sad et tout ce qui se passe partout en Serbie, c'est que les droits des citoyens sont bafoués. Et les gens sont obligés de se battre pour assurer leur propre existence. Comme à chaque fois qu'il est mis en difficulté, le président Vučić a accusé les Occidentaux de chercher à provoquer une révolution de couleur et il a affirmé que jamais il ne fuirait son pays comme le dictateur syrien Bachar el-Assad. Louis Seyé pour le reportage. Merci beaucoup Louis. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et c'est d'abord au Mexique que nous sommes, où la présidente essaye tant bien que mal de désarmer le pays. Oui, tous les moyens sont bons. Dernière idée en date présentée hier par Claudia Sheinbaum. Proposer de l'argent à ceux qui choisissent d'abandonner leurs armes à feu et même l'absence de poursuite judiciaire à leur encontre. Ce plan est baptisé « Oui au désarmement, oui à la paix », déjà expérimenté à Mexico, dont la présidente a été la maire. Il va être élargi à tout le pays l'année prochaine. Programme en partenariat avec l'église catholique très influente au Mexique. Des espaces seront aménagés sur les parvis des églises pour permettre aux gens de remettre leurs armes de façon volontaire, a détaillé Claudia Sheinbaum. Le pays est miné par la violence, en grande partie liée au narcotrafic. En 2023, il y a eu 31 000 homicides au Mexique, soit 28 meurtres pour 100 000 habitants. Pour vous donner une idée, en France, c'est un peu plus de 1 meurtre pour 100 000 habitants. Nous sommes en Azerbaïdjan, Kevin, où des procès sont à venir. Oui, ceux de 15 dirigeants séparatistes arméniens, ceux de la désormais ex-république du Haut-Karabakh. C'était il y a un peu plus d'1 an, considéré
considérant que ce territoire lui appartient. L'Azerbaïdjan menait une guerre éclair sur cette région montagneuse, peuplée d'environ 120 000 Arméniens depuis 30 ans. Des habitants qui ont presque tous fui vers l'Arménie. Bakou avait promis de ne pas s'attaquer à la population. En revanche, elle a traqué et arrêté ceux qui ont gouverné cette république autonome, principalement les 3 anciens présidents. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre, dont je cite la justice azerbaïdjanaise, la déportation ou le déplacement forcé de la population. Clairement, ils risquent de finir leur vie en prison. L'Arménie ne cesse de réclamer leur libération, en vain donc pour le moment. Et puis nous sommes en Italie avec un grand soulagement. Oui, elle a passé 4 jours dans une grotte et à 3h ce matin, elle en est enfin sortie. Ottava Piana, une spéléologue de 32 ans, a été secourue dans la grotte de Bueno Fonteno, dans le nord de l'Italie. Samedi, elle explorait une zone non cartographiée de cette grotte et elle est tombée lourdement puisqu'elle souffre de plusieurs fractures. Heureusement, son équipe prévient les secours. Démarre alors un sauvetage hors norme puisque Ottava Piana est piégée à près de 600 mètres sous terre. Une équipe la rejoint puis l'installe sur un brancard qu'il faut maintenant remonter dans des tunnels extrêmement étroits, tellement étroits qu'il faut parfois les élargir grâce à des microcharges explosives. Les images du sauvetage sont assez impressionnantes. On voit les secouristes équipés de casques et de lampes frontales qui se passent le brancard de main en main. Plus de 150 personnes au total ont participé à ces opérations. Des spécialistes venus de toute l'Italie qui se sont relayés par groupe de 20, tellement ça a été long et difficile. Ottava Piana va bien. Elle est maintenant soignée à l'hôpital de Bergame. Pas sûr qu'elle retourne de sitôt dans cette grotte parce que vous savez quoi ? Elle est déjà tombée il y a 1 an et demi. Au même endroit, et elle s'était cassée la jambe. Voilà, quand ça veut pas. Ça veut pas. Exactement, Kevin. Merci beaucoup. À demain. Vous partez en passant par le Brésil. Ne tardez pas à partir avec celle qui a contribué à la popularisation de la bossa nova, Astrud Gilberto. Corcovado sur France Inter. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. So close to me until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence. So my love, Astrud Gilberto, Corcovado sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h ou là 51, c'est Franck Madvon. Fabienne Synthèse. Кто как обзывается, тот так и называется.
Le 18-20. Franck, au Canada, le gouvernement de Justin Trudeau traverse une crise politique inédite. Ce soir, vous nous dites pourquoi le Premier ministre Trudeau pourrait être une victime collatérale de l'élection de Donald Trump. C'est la démission avant-hier d'une figure du gouvernement Trudeau qui déclenche la crise. Chrystia Freeland, c'est son nom, était vice-première ministre en charge également des finances. Elle a claqué la porte en évoquant un désaccord avec Justin Trudeau, dont elle était proche, au sujet de la guerre tarifaire en vue avec les États-Unis. Pour rappel, Donald Trump a annoncé il y a 3 semaines une hausse des droits de douane de 25% pour les produits importés du Canada et du Mexique. Il somme les 2 pays d'agir contre l'immigration illégale. Panique depuis au Canada, dont les 3/4 des exportations sont destinées aux États-Unis. Dans sa lettre de démission, Freeland reproche à Trudeau de vouloir accorder des avantages fiscaux trop coûteux dans ce contexte. Il voulait retirer à sa ministre son portefeuille des finances, d'où la rupture. Et cette démission de la vice-présidente a réjoui Donald Trump. Elle ne manquera à personne, estime le président élu américain, qui voit en Chrystia Freeland une personne au comportement toxique. Après l'annonce par Trump d'une hausse des droits de douane visant le Canada, Trudeau s'est rendu en Floride, à Mar-a-Lago, le premier dirigeant du G7 à faire le déplacement, mais le milliardaire n'a manifestement aucune envie de lui tendre la main. Trump fait son miel des déboires de son voisin du Nord. Aujourd'hui encore, il évoque l'idée de faire du Canada le 51e État américain, pourquoi pas, État dont Trudeau serait le gouverneur. C'est ainsi qu'il l'a récemment présenté. Et pour Trudeau, c'est peut-être l'humiliation de trop. Ben oui, le Premier ministre canadien atteint déjà des abîmes d'impopularité. Des élections sont prévues l'an prochain et son parti libéral est donné largement perdant face à l'opposition conservatrice. On va y revenir. Le Canada affronte de nombreux défis. Crise du logement, système de santé déficient, niveau d'immigration trop élevé aux yeux de beaucoup d'électeurs. Justin Trudeau dirige déjà un gouvernement minoritaire. En septembre, son allié de gauche au Parlement a renoncé à le soutenir. Désormais, il fait donc face à une fronde au sein même de son parti. Plusieurs députés l'appellent à réfléchir à son avenir, voire à démissionner. 1/3 environ des parlementaires libéraux seraient favorables à un changement de leader. Et la démissionnaire Chrystia Freeland pourrait être une option pour remplacer Trudeau. Et en face, le camp conservateur marque des points. Et là encore, l'ombre de Donald Trump plane au-dessus de la vie politique canadienne. Le chef des conservateurs, Pierre Poilievre, est souvent comparé au milliardaire américain. Aux États-Unis, des pro-Trump saluent son discours anti-élite, anti-système. Son langage fleuri, il a traité Trudeau de clown ou de cinglé. Comme le républicain, il veut baisser les impôts et dénonce l'inflation, la juste inflation, comme il l'appelle. Voilà, vous l'avez, hein, vous oui, je l'ai, merci. Et ça marche donc. Poilievre, 45 ans, compte 20 points d'avance dans les sondages. Une question sera au cœur des élections prévues au plus tard dans 10 mois. Qui pourra négocier avec Trump ? Il apparaît de plus en plus certain que Justin Trudeau n'est pas la bonne réponse. Franck Malvon, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellissier. Moteur. France Inter. Un jour dans le monde. Amanda was a jazz pianist. She said she was the mistress of Jerry Mulligan, but he was always on the road. Amy, Amanda, Alicia, all those A's. Et on y reste au Canada, l'hymne national canadien est Neil Young pour évoquer le roman de l'américain Russell Banks au Canada, adapté décidément au cinéma ce mercredi par Paul Schrader, l'histoire d'un homme arrivé au seuil de sa vie qui revient pour un documentaire sur ses années de jeunesse. Il est joué par Richard Gere dans un registre qu'on ne lui connaissait pas. Il est même, Corinne, quasiment méconnaissable. Il est sans doute passé à côté d'un cheveu du prix d'interprétation dernier festival de Cannes. La transformation physique est assez impressionnante. On est très loin ici du Richard Gere beau gosse qui pendant des années a fait battre nos cœurs de midinette avec American Gigolo en compagnie déjà de Paul Schrader ou alors avec Pretty Woman. Bien sûr, il a vieilli, il a aujourd'hui 75 ans, des cheveux blancs, mais a toujours beaucoup d'allure et se déplace très bien à l'opposé de son personnage Leonard Fife, inventé par Russell Banks dans son roman Au Canada, que l'on découvre dans le film à l'article de la mort amaigri, filmé dans un fauteuil roulant ou dans son lit par une équipe de télévision venue tourner un documentaire sur lui. Car après avoir rejoint le Canada dans les années 60 pour échapper à la guerre du Vietnam, il est devenu un grand documentariste dont on découvre ici les souvenirs à travers de longs flashbacks portés par deux comédiens, Jacob Elordi,
pour incarner Fife à 25 ans et Richard Gere jusqu'à aujourd'hui, encore marqué par ce rôle qui interroge le temps qui passe et résonne en lui de manière très personnelle. Ce film était bien plus qu'un comeback à ses yeux après une grosse décennie de rôles pas toujours très intéressants au cinéma. Quand j'ai lu le script, j'ai été touché de manière profonde et mystérieuse. Mon père venait de mourir quelques mois auparavant. Il avait presque 101 ans et il vivait avec moi lorsqu'il est décédé. C'était une séquence très présente dans mon cœur et dans mon esprit. Comment rendre compte de sa vie ? Comment évaluez-vous une vie ? Comment évaluez-vous votre propre vie ? Est-ce que c'était significatif ou pas ? Était-ce véridique ? Était-ce honnête ? Était-ce authentique ? Que faut-il dire ? Que faut-il pardonner ? C'est toutes ces choses que le film explore à travers l'histoire d'un homme dont l'esprit est en train de s'effondrer. Certains de ces souvenirs, j'en suis sûr, ne sont même pas vrais. Ils sont plus expressionnistes. J'avais ressenti la même chose avec mon père 1 an avant qu'il nous quitte. Les souvenirs du passé, du futur et du présent qui se mélangent, cela ne les rendait pas moins vrais. Mais c'est comme si ce sentiment de linéarité dans lequel nous avons d'habitude l'impression d'exister avait disparu. He's mixing things together. Memories, films, fantasies, other people's stories. You're talking about me like I'm not in the room. I can hear you. Come on, let's just keep going. Can we do that? Et c'est aussi, Corinne, l'occasion de redécouvrir un cinéaste à la reconnaissance tardive. Le nom de Paul Schrader était souvent associé à celui de Martin Scorsese. C'est pour lui qu'il a écrit les scénarios de Taxi Driver et de Raging Bull. Paul Schrader qui a travaillé avec de nombreux réalisateurs à Hollywood, Sidney Pollack, Brian De Palma, Steven Spielberg pour Les Rencontres du troisième type, dont il avait aussi écrit le scénario. Et ce film aujourd'hui, eh bien, c'est plein de choses. L'occasion sans doute de solder déjà un peu les comptes à travers son personnage, lui aussi cinéaste, avec le sujet de la célébrité, du succès, l'illusion d'une vie qu'on croit réussie, mais c'est surtout un film en forme de testament. En 2022, Paul Schrader avait annoncé à la Mostra de Venise qu'il arrêtait le cinéma, très éprouvé par la maladie, mais il avait finalement trouvé la force, quelques mois plus tard, de reprendre sa caméra pour une nouvelle adaptation de Russell Bank, après son livre Affliction, en 97, une façon d'accompagner jusqu'à la fin son ami. C'est un film en forme de réflexion sur la fin de vie, rempli de souvenirs, autour notamment d'une génération fortement marquée par la guerre du Vietnam. J'allais souvent passer du temps avec lui l'été. Et puis quand il a été à l'hôpital pour son cancer, je me suis dit, si je veux faire un film sur la mort, je ferais mieux de me dépêcher. Je n'aurais pas écrit ce livre, mais j'étais vraiment content de l'adapter. Cette période du Vietnam a été tellement déterminante. 2 années pendant lesquelles chaque jeune Américain d'une même génération a dû décider de fuir ou de rester dans le pays. Que faire ? Comment puis-je m'en sortir ? T'en penses quoi ? Ces questions-là, on les avait tous. Moi, Lucas, Coppola, Spielberg, Scorsese, c'est ce qui a forgé notre conscience politique. Bien plus que la lutte pour les droits civiques. Vous pouvez reculer en la matière, mais ce n'était pas possible avec le Vietnam, car il venait vous enrôler. Pour nous, c'était un marqueur important. I want to tell everything for the record. I know most of the stuff anyway. You don't know any of it. Okay, let's begin. Lights, please. Paul Schrader pour le film Au Canada, au cinéma ce mercredi. Corinne Pélissier, merci. Le 18-20, la suite. C'est le journal de 19h avec Christelle Rebière. Il y aura ensuite le téléphone sonne rapidement parce qu'on est en retard. Cumul ou pas cumul, Lionel Thompson ? Ça vous fait déjà beaucoup réagir, cette question du cumul des mandats. Mon député est uniquement député. Je ne vois pas comment il pourrait avoir une autre responsabilité élective, nous dit Xavier, qui ajoute le cumul des mandats est d'un autre temps, celui des petits barons qui pensent que rien n'est possible sans eux. À l'inverse, Philippe, lui, ne trouve pas stupide de cumuler mandat national et mandat local, à condition, précise-t-il, qu'il n'y ait pas de cumul des revenus. Et vous, qu'en pensez-vous ? Eh bien, le débat est ouvert. 01 45 24 7000.